Salut, moi c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Lucie, intitulée ainsi. J'ai surpris ma famille en train d'organiser le mariage de ma sœur dans ma villa en bord de mer à 1,5 million d'euros, sans me demander mon avis. Maman a souri d'un air suffisant. C'est une maison de famille. Elle nous la doit. J'ai souri sans rien dire. Quand 200 invités sont arrivés chez moi, la police les attendait déjà. Mais reprenons depuis le début. Je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans et je travaille comme analyste financière dans une société d'investissement à La Rochelle. Mon travail est bien payé et je suis douée dans ce que je fais. Les chiffres ont toujours été clairs pour moi, bien plus que les gens. Il y a 3 ans, j'ai divorcé de mon mari, Brice. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Une fois le divorce finalisé, j'ai obtenu une compensation. Plutôt que de l'investir en bourse, j'ai réalisé un rêve, j'ai acheté une maison en bord de mer. Elle m'a coûté 1,5 million d'euros. Une somme énorme, certes, mais elle les valait largement. La maison donne directement sur l'océan. Depuis ma chambre, j'entends les vagues. Par beau temps, j'admire le coucher du soleil depuis ma terrasse. C'est mon refuge, mon havre, le seul endroit qui m'appartient vraiment. Mes parents vivent à environ 40 minutes, dans un quartier tranquille. Ma mère s'appelle Déborah, mon père Thomas. Et j'ai une sœur cadette, Mélanie, de 7 ans ma Benjamine, elle a 28 ans. On s'entendait bien, sans être particulièrement proches. Un mardi après-midi, j'ai quitté le travail plus tôt. J'avais oublié des documents importants à la maison pour un rendez-vous client le lendemain. Je ne rentre jamais en pleine journée, mais là, je n'avais pas le choix. En arrivant, j'ai vu la voiture de ma mère garée dans la rue. Elle a un double des clés pour les urgences. J'ai pensé qu'elle passait juste déposer quelque chose. J'ai approché la porte, clé en main, mais des voix m'ont stoppé. Ma mère et Mélanie parlaient dans le salon. Les fenêtres étaient ouvertes à cause du beau temps, et j'entendais tout. Cette maison est parfaite pour le mariage, disait ma mère. La vue sur la mer, la terrasse, la taille du salon. C'est exactement ce qu'il faut. Tu crois que Lucie sera d'accord ? Demanda Mélanie, hésitante. Bien sûr. C'est une maison de famille. Elle nous la doit, après tout ce qu'on a fait pour elle. Et puis, elle ne l'utilise jamais comme il faut. C'est du gâchis. Tu as raison. On peut faire la cérémonie sur la terrasse, la réception dans le salon et dans le jardin. Il faudra louer des chaises et des tables. Je pense à 200 invités. 200 invités. Chez moi. Pour un mariage dont je n'avais même pas entendu parler. Et la déco ? Demanda Mélanie. Des fleurs blanches partout, des roses, des lys, des orchidées. On accrochera des guirlandes lumineuses sur la rambarde de la terrasse. J'ai vu un décor magnifique dans un magazine. Ce sera parfait. Elle parlait du menu, de l'emplacement du bar, de l'horaire de la cérémonie. Pas une seule fois elles n'ont évoqué le fait de me demander la permission. Elle parlait de ma maison comme si c'était un bien commun qu'on pouvait utiliser à volonté. Je suis restée figée, devant ma propre porte, à les écouter organiser tout un mariage chez moi, sans mon accord. Mes mains tremblaient. J'ai eu envie de faire irruption et de hurler, mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais je n'ai rien fait. Quelque chose m'a retenue. Le choc peut-être. Ou la curiosité de voir jusqu'où elles iraient. Je suis repartie en silence, remontée dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à un café du centre-ville. J'ai commandé un latte que je n'ai même pas bu. Je suis restée là 2 heures, à fixer le vide. Quand je suis rentrée, elles étaient parties. Je ne les ai ni appelées ni écrites. J'ai préféré attendre. Une semaine plus tard, ma mère m'a invitée à dîner dans un restaurant chic. Elle m'a dit que c'était une occasion spéciale en famille. En arrivant, Mélanie était là avec un homme que je ne connaissais pas. « Lucie, je te présente Jacques Meunier », dit-elle en souriant. « Mon fiancé. » Il était séduisant, bien habillé, la trentaine. On a commandé, discuté. Il était poli, drôle, intéressé. Mélanie n'arrêtait pas de le toucher du bras, le regardait avec des yeux amoureux. Après le repas, je suis allée aux toilettes. En revenant, je suis passée près de l'entrée, et j'ai vu ma mère au téléphone. Oui, Véronique, tout se met en place à merveille, disait-elle. Le mariage de Mélanie va enfin redorer l'image de la famille, après le divorce honteux de Lucie. On aura enfin de quoi être fier. Je suis restée cachée derrière une plante décorative. Le lieu est parfait, juste en bord de mer. Très élégant, très chic. Les gens seront impressionnés. J'ai attendu qu'elle raccroche. Puis je suis retournée à table, comme si de rien n'était. Encore une semaine plus tard, ma mère m'a conviée à dîner chez elle. Elle m'a dit que des amis du club seraient là, qu'elle voulait me les présenter.
En arrivant, 3 femmes que je ne connaissais pas étaient assises dans le salon. Le genre de femmes à passer leur vie en institut de beauté, avec des bijoux valant plus cher que ma voiture. Pendant le dîner, ma mère s'est levée et a tapé sur son verre avec une cuillère. J'ai une annonce à faire, dit ma mère en souriant à tout le monde. Lucie a très généreusement accepté d'offrir sa magnifique villa en bord de mer pour le mariage de Mélanie. N'est-ce pas formidable? Les 3 femmes se sont tournées vers moi, souriantes, hochant la tête avec approbation. J'étais piégée. Si je disais non devant elles, j'aurais eu l'air d'une sœur horrible. Égoïste, méchante. On aurait pensé que je refusais d'aider ma propre famille. Ma mère savait exactement ce qu'elle faisait. Je suis restée là, avec tous les regards braqués sur moi, incapable de respirer. Bien sûr, ai-je entendu ma propre voix répondre. J'ai même réussi à sourire. Avec plaisir. Les femmes ont applaudi. Mélanie m'a serrée dans ses bras. Ma mère avait l'air triomphante. Les semaines suivantes, ma mère et Mélanie sont venues chez moi sans arrêt. Elles débarquaient avec des échantillons de tissus, des plans au sol, et des tableaux Pinterest remplis d'idées déco. Elles traversaient ma maison comme si elle leur appartenait, déplaçaient les meubles pour tester l'espace, discutaient de ce que je devrais sortir temporairement pour faire de la place. Jamais elles ne m'ont demandé mon avis. Jamais un merci. Ma mère disait des choses comme « Ce sera tellement mieux que dans un hôtel. Les hôtels sont si impersonnels. » Je souriais. Je hochais la tête. Mais j'écoutais. Et je notais tout. J'ai acheté discrètement des micros d'ambiance, des petits appareils qui s'activent au son. Un dans le salon, caché derrière un cadre. Un dans la cuisine, planqué dans un placard. Un autre dans la salle à manger. Puis j'ai attendu leur retour. 2 jours plus tard, elles sont venues alors que j'étais au travail. Elles sont entrées avec le double de clés de ma mère. Le soir même, j'ai écouté les enregistrements. La voix de ma mère était nette. Lucie nous doit tout, rien que pour être née. Les enfants doivent obéir à leur mère, un point c'est tout. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Mélanie a murmuré quelque chose. Puis ma mère a ajouté. Lucie a toujours été idiote et inutile. Au moins, sa maison servira enfin à quelque chose. Ce mariage, c'est exactement ce dont cette famille a besoin. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois. À chaque écoute, je me sentais plus glacée, mais aussi plus lucide. Je savais exactement quoi faire. Le lendemain, j'ai pris une pause déjeuner plus longue pour rencontrer une avocate spécialisée en droit immobilier, maître Jeanne Harel. Une collègue me l'avait recommandée. Je veux m'assurer que personne ne puisse revendiquer un droit sur ma maison, lui ai-je expliqué. Et j'ai besoin d'un plan. Je lui ai tout raconté, le mariage, les manipulations, les enregistrements. Elle a tout noté en silence. D'abord, on va vérifier les titres de propriété. Je vais consulter les archives notariales pour confirmer que vous êtes bien l'unique propriétaire. La semaine suivante, Jeanne a confirmé ce que je savais déjà, la maison est à moi. Complètement. Aucune autre personne ne pouvait y prétendre légalement. Lors de notre second rendez-vous, elle m'a demandé. Vous m'avez dit que le mariage était prévu à une date précise. Et que vous voulez empêcher l'utilisation de votre propriété sans les confronter directement? Exactement. Elle a souri. J'ai une idée. Elle m'a mis en contact avec Studio Atlantique, une société de production qui tourne des séries dans la région. Ils cherchent toujours des lieux pour filmer. J'ai rencontré leur régisseur. Je lui ai montré des photos de la maison. Il a adoré. Ce serait parfait pour nos scènes de bord de mer, m'a-t-il dit. Elle est dispo quand? Un week-end dans 6 semaines, exactement ce qu'il me faut. On a signé un contrat de location à 5 000 € pour le tournage sur tout le week-end. Le contrat a été notarié et déposé. La police locale a été informée comme la loi l'exige. Ma maison serait occupée par une équipe de tournage, le jour même du mariage de Mélanie. 2 semaines avant le mariage, mon téléphone a sonné tard dans la nuit. C'était Mélanie. Lucie, je peux passer? Il faut que je te parle. 20 minutes plus tard, elle arrivait en pyjama sous un manteau. Les yeux rouges comme si elle avait pleuré. On s'est assise sur mon canapé. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit « Je ne suis pas sûre de vouloir épouser Jacques. Je ne crois même pas l'aimer vraiment. C'est maman qui nous a présentés au club. Elle a choisi ma robe. Elle a choisi la liste des invités, les fleurs, le menu. J'ai l'impression de regarder ma vie comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée. Elle avait l'air perdue. Vraiment perdue. Tu as dit à maman ce que tu ressens? Mélanie a ricané sans joie. Tu plaisantes? Elle me tuerait.
Elle a déjà tout annoncé. Elle en a parlé partout sur les réseaux. Elle a même réussi à faire publier un article dans Art de vivre Atlantique. Quel article? Ai-je demandé. Tu ne l'as pas vu? C'est une interview entière sur les traditions familiales et notre maison en bord de mer. Elle dit que la maison est dans la famille depuis des générations. Ma mâchoire s'est crispée. Cette maison que j'ai achetée seule, avec mon argent, il y a 3 ans. Je sais, je suis désolée. J'aurais dû te dire quelque chose. Mais tu sais comment elle est. Oui. Je savais. Et c'était bien ça le vrai problème. Mélanie. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes. Je veux faire mes propres choix. Je veux sentir que ma vie m'appartient. Je suis passée derrière elle et j'ai posé mon bras sur ses épaules. Elle s'est mise à pleurer pour de vrai. On est restés là, en silence, assises côte à côte. Pour la première fois, j'ai compris que nous étions toutes les deux les victimes de la même personne. Notre mère nous manipulait, simplement de façon différente. Mais je savais aussi que dans 2 semaines, tout allait exploser. L'équipe de tournage allait débarquer. Le mariage serait annulé. Et le plan parfait de ma mère allait s'effondrer. J'avais hâte de voir sa tête quand ça arriverait. Je n'ai rien dit à Mélanie au sujet du contrat avec le studio. Une partie de moi s'en voulait. Mais je savais qu'elle le dirait à notre mère, que ce soit volontaire ou non. Et moi, j'avais besoin de l'effet de surprise. Alors je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait du thé, et je l'ai laissée pleurer sur mon canapé. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis levée tôt et je suis allée dans un restaurant chic situé juste en face de ma maison. Depuis la terrasse, j'avais une vue parfaite sur toute la propriété. J'ai commandé le petit déjeuner et un café, et j'ai attendu. À 6 heures du matin, les camions des studios Atlantique sont arrivés. Les techniciens ont déchargé le matériel, installé les projecteurs, les barrières, les panneaux. Tournage en cours, accès interdit au public. Je sirotais mon café. Vers 9 heures, les premiers véhicules du mariage ont commencé à arriver. Un camion traiteur, un van rempli de fleurs, les livreurs de tables et de chaises. Tous se sont arrêtés devant les barrières, l'air confus. Les agents de sécurité en gilet fluo les ont refoulés en leur montrant le contrat de location et les autorisations officielles. Puis la voiture de ma mère est apparue. Elle en est sortie, furieuse, suivie de Mélanie en robe de mariée, la fameuse robe à 8 000 €, selon le reçu que j'avais vu chez moi. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je la voyais gesticuler, pointer la maison, Mélanie, les invités. Les agents n'ont pas bougé. L'un d'eux a sorti les papiers et les a montrés à ma mère. C'est là qu'elle a commencé à hurler. Je l'entendais depuis l'autre côté de la rue. 2 voitures de police sont arrivées. Les agents ont vérifié les documents, parlé avec ma mère. L'un d'eux hochait la tête pendant qu'elle le pointait du doigt en criant. Les invités arrivaient en masse, près de 200 personnes en tenue de cérémonie, debout sur le trottoir, tenant des cadeaux, regardant leur téléphone, certains filmaient toute la scène. Mélanie restait à l'écart, en pleurs dans sa robe hors de prix. Jacques est resté près d'elle un instant, a regardé son téléphone, puis est monté dans sa voiture et est parti. Sans dire un mot. Il l'a simplement laissé là. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Appel de ma mère. De mon père. Des dizaines de messages. J'ai ignoré tout ça et commandé un autre café. Les policiers ont fini par faire évacuer tout le monde. Les invités sont repartis. Le traiteur est parti. Mélanie est montée dans la voiture de notre mère, toujours en robe, et elles ont disparu. L'équipe de tournage, elle, a continué comme si de rien n'était. J'ai terminé mon petit déjeuner, réglé l'addition et suis rentrée par la petite route derrière. J'ai passé le reste de la journée chez une amie, téléphone éteint. Quand je l'ai rallumé dans la soirée, j'avais 47 appels manqués et plus de 60 messages. La plupart venaient de ma mère. D'abord enragée. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur? Tu as tout gâché. C'est impardonnable. Puis manipulatrice. On a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour ce mariage. Tu dois nous rembourser immédiatement. J'ai tapé une seule réponse. Je ne te dois pas un centime. Vous avez organisé un mariage dans ma maison sans me demander. C'est votre problème. Et je l'ai bloqué. 2 semaines ont passé. Je suis restée loin des réseaux sociaux, concentrée sur mon travail, faisant comme si de rien n'était. Puis un jour, mon père m'a appelé depuis un numéro inconnu. Lucie, ta mère est malade. Elle a un cancer du sein. Elle commence les traitements la semaine prochaine. Elle voulait épargner tout le monde, mais maintenant c'est trop visible. Elle a tout expliqué sur Facebook. Les gens participent aux frais médicaux.
J'ai raccroché et je suis allé droit sur Facebook. Elle avait posté une longue déclaration annonçant son cancer. Et un lien vers une cagnotte participative. En une journée, elle avait déjà récolté 12 000 €. J'ai remonté ses publications récentes. Elle a l'essayage de la robe de Mélanie, à un déjeuner caritatif, à une garden party, à un événement au club. Des photos des derniers mois. Elle avait l'air en pleine forme. Énergique. Radieuse. Rien d'une femme malade. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur. J'ai commencé à sauvegarder chaque preuve, photo, publication, événement. Tout. Elle mentait. Et je pouvais le prouver. Une semaine plus tard, Mélanie m'a appelé. Sa voix sonnait creux. Jacques est parti. Son téléphone ne répond plus. Son appart est vide. Il a disparu. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai passé des heures à fouiller les réseaux sociaux. J'ai retrouvé le profil Facebook de Jacques. Il était privé, mais la photo de profil avait changé. J'ai cliqué sur le nom tagué sur la photo, Amandine Wu, entrepreneuse à succès. Souriante. Élégante. Assurée. Son profil était public. Sa dernière publication, datant de 3 jours, était une photo de sa main gauche avec une bague en diamant. La légende disait. Il a enfin demandé. Trop hâte d'épouser mon meilleur ami. La personne identifiée sur la photo? Jacques Meunier. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à Mélanie. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. Sa voix était brisée. Je n'étais qu'un plan B. Il était avec elle depuis le début. Pendant qu'il était fiancé avec moi. Je suis désolée, Mélanie. Tu veux venir à la maison? En fait, j'ai quelque chose à te montrer. Je peux passer maintenant? Elle est arrivée 30 minutes plus tard, tenant un vieux journal en cuir. J'ai trouvé ça dans des cartons, au grenier chez papa et maman, dit-elle. C'est le journal intime de maman. Il faut que tu le lises. Je l'ai ouvert. Les premières pages remontaient à plusieurs années. L'une disait. Mélanie est si facile à contrôler. Parfaite pour la manipulation. Elle s'occupera de moi quand je serai vieille. Une autre. Lucie est trop intelligente, trop indépendante. Je dois la briser. La faire culpabiliser pour tout. Qu'elle reste sous contrôle. Mes mains tremblaient. J'ai continué. Je l'ai convaincue de refuser cette bourse d'études. Si elle était partie en master, elle serait devenue ingérable. Mieux vaut la garder près de moi. Et encore d'autres pages, sur ses plans pour nous deux. Comment elle avait détruit mon mariage avec Brice, volontairement, pour que je me sente comme un échec. Comment elle avait poussé Mélanie vers Jacques à cause de sa famille riche et bien connectée. Je devais parler à quelqu'un qui comprendrait. Quelqu'un qui avait aussi été pris dans les filets de ma mère. J'ai appelé Brice, mon ex-mari. Brice. Je sais que c'est étrange, mais j'ai trouvé le journal de ma mère. Elle a écrit noir sur blanc qu'elle avait saboté notre mariage. Silence. Je peux passer? 1 heure plus tard, il arrivait avec un carton sous le bras. Je garde ça depuis 2 ans, dit-il en le posant sur la table. Je ne savais pas quoi en faire. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines. Toutes de ma mère. Adressées à Brice. J'en ai ouvert une. Brice, je m'inquiète pour la stabilité mentale de Lucie. Elle agit de manière instable. Elle refuse l'aide. Tu dois prendre les choses en main. Une autre disait. Lucie a toujours eu des problèmes de gestion des émotions. Je ne pense pas qu'elle soit capable d'être une bonne épouse. Tu mérites mieux. Elle me les envoyait pendant qu'on était mariés, dit-il. Et elle m'appelait sans arrêt. Elle me disait que tu parlais de me quitter. Que tu disais des horreurs sur moi. Que tu me trompais. Je me suis souvenu des disputes. Des doutes. De la méfiance. Comment tout s'était effondré. Elle me disait que tu me trompais, soufflai-je. Elle répétait que tu n'étais pas fait pour moi. Que tu étais une mauvaise personne. Elle a semé la paranoïa entre nous. On est resté là, sans parler, digérant tout ça. Tu vas faire quoi? Demanda Brice. Mélanie et moi, on va la confronter. Demain. Chez mes parents. Tu veux venir? Le lendemain, Mélanie et moi avons pris la voiture. Brice nous suivait. Ma mère nous a ouvert, surprise. Lucie? Mélanie? Je ne m'attendais pas à vous voir toutes les deux. Il faut qu'on parle. Tous ensemble. On est allés au salon. Mon père lisait le journal. Il nous a regardés, perplexes. Qu'est-ce qu'il se passe? Mélanie et moi nous sommes assises. Brice est resté debout près de la porte. Maman, on sait pour le faux cancer. Son visage a blêmi. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Tu n'es pas malade. Tu étais à des fêtes, des événements tout le mois dernier. J'ai les photos. Tu as escroqué les gens avec ta cagnotte. Lucie, tu exagères complètement. On a aussi trouvé ton journal. Ajouta Mélanie. On sait ce que tu nous as fait à toutes les deux depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et montré une photo d'une page du journal à mon père. Elle a écrit qu'elle voulait forcer Mélanie à épouser Jacques pour son argent. Elle a écrit qu'elle m'avait empêché de poursuivre mes études pour que je dépende d'elle. Mon père prit le téléphone. Ses mains tremblaient. Et voici les preuves qu'elle a saboté mon mariage, ajoutai-je en montrant Brice. Il a les lettres où elle le présente comme la solution, et moi comme la folle instable. Ma mère s'est levée. Ce n'est qu'un malentendu. Vous sortez tout de son contexte. Ferme la cagnotte, dit Mélanie, le ton ferme. Rends tout l'argent. Et fais-toi soigner. On veut que tu consultes un spécialiste en troubles de la personnalité narcissique. Et si tu refuses, ajoutai-je, on te poursuivra pour fraude. Et on portera plainte pour des années de manipulation psychologique. Elle a regardé mon père. Mais il la fixait comme s'il ne la reconnaissait plus. Elle s'est mise à pleurer. Pour de vrai. Pas ses larmes habituelles. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Je ne réalisais pas. Ce n'est pas suffisant. Tu fermes la cagnotte aujourd'hui. Tu publies un aveu complet. Tu rends l'argent. Tu te fais suivre. Ce sont tes seules options. Elle l'a fait dans l'après-midi. Elle a posté un message de confession publique sur Facebook et a remboursé les 12 000 € à tous les donateurs. Ses amis l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Ses amis du club l'ont vu. Tout le monde qu'elle essayait d'impressionner a découvert la vérité. En une semaine, elle avait perdu la majorité de son cercle social. Plus d'appels. Plus d'invitations. Sa réputation était détruite. Un mois plus tard, mes parents ont vendu leur maison. Ils ont déménagé dans un petit appartement, dans une autre ville, pour recommencer ailleurs. J'ai changé de numéro. Je les ai bloqués sur tous les réseaux sociaux. J'en avais fini. Mais je suis restée en contact avec Mélanie. Elle a commencé une thérapie pour surmonter ce qu'elle appelait le syndrome de l'enfant doré. On s'est mis à se voir toutes les 2 semaines pour déjeuner, et peu à peu, on a construit une relation sincère, sans l'ombre de notre mère. Et Brice et moi avons recommencé à nous parler. Au début, juste comme des amis. On rattrapait les années perdues. Mais petit à petit, c'est devenu autre chose. Un soir, il m'a dit « Notre mariage n'a pas échoué à cause de nous. Il a échoué parce que quelqu'un s'acharnait à le détruire. Tu crois qu'on pourrait réessayer ?» Il m'a regardé longuement. « Oui. Je crois qu'on peut. » Il est revenu vivre ici. 3 mois plus tard, on s'est remarié à la mairie, avec Mélanie comme unique témoin. Pas de grande cérémonie. Pas d'invités. Aucun drame. 6 mois après notre remariage, j'ai appris que j'étais enceinte. Dans le cabinet du médecin, on regardait l'écran de l'échographie, fasciné par notre bébé qui bougeait. Plus tard, Brice m'a demandé « Tu vas le dire à tes parents ?» J'y ai pensé. À la manipulation. Au journal. À tout ce qu'elle avait fait. Non. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir une relation saine avec notre enfant. Et je ne prendrai pas ce risque. Brice a hoché la tête. Je comprends. On est rentrés ensemble à la villa, celle que j'avais achetée après le divorce. Mon refuge, celui qui m'avait protégée quand j'étais au plus bas. Et aujourd'hui, ce serait notre maison. Un vrai foyer. Construit sur l'honnêteté et la confiance. Pas sur les mensonges ni la manipulation. Ma mère avait tenté de contrôler chaque aspect de ma vie. Mais elle avait échoué. J'étais libre. Mélanie était libre. Et notre enfant le serait aussi. Libre de grandir sans la culpabilité ni le poids de la manipulation qui avait marqué notre enfance.